Et maintenant, l'invité de la matinale, c'est Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, ancien ambassadeur à Genève pour la conférence sur le désarmement. Avec lui, on va se demander si Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix. Allez, on pose la question. Bonjour Éric Danon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Trump est-il capable d'imposer la paix au Moyen-Orient ? On va en parler dans un instant. Avant cela, un mot sur la déclaration de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui a déclaré ceci samedi. Si l'Iran se refuse à négocier de bonne foi un encadrement strict et durable de son programme nucléaire, alors la France, avec ses partenaires européens, peut tout simplement et par une simple lettre à la poste réappliquer à l'Iran l'embargo mondial sur les armes, sur les équipements nucléaires et sur les banques et les assurances qui avaient été levées il y a 10 ans. Est-ce que la France et Jean-Noël Barrot, Éric Danon, ont les moyens d'une telle ambition et d'une telle coercition ? Oui, si l'on considère que l'accord nucléaire iranien, dit JCPOA, est encore valable en droit, ce qu'il est probablement, même s'il est assez en miettes politiquement. Et le dernier article de cet accord prévoit une procédure très spéciale. Un des participants, donc la France ou les autres Européens, peuvent envoyer une notification au Conseil de sécurité en disant « Nous considérons qu'il y a violation par l'Iran ou mauvaise application de l'accord ». Et à ce moment-là, le Conseil de sécurité émet une résolution inverse, disant « Il faut continuer à lever les sanctions ». À ce moment-là, la France ou un autre pays met son veto et automatiquement on revient à la situation d'avant 2015 et avant l'accord. C'est une procédure très très particulière, dite du veto inversé, et c'est par cette astuce que Barack Obama considérait que l'accord finalement pouvait à tout moment être dénoncé et revenir, et qu'on pouvait ainsi revenir à l'état d'avant le JCPOA. C'est très spécial, très technique, mais peu importe. On a les moyens, effectivement, d'utiliser cette procédure dite du snapback, même si, jusqu'à présent, la France y était refusée. Éric Danon, j'en viens à Trump qui tense les Iraniens, mais tout de même, excusez-moi, je fais un pas en arrière, mais on a techniquement et légalement les moyens, mais politiquement, est-ce qu'on les a ? Oui, sur la question iranienne. Oui, parce que en fait, mettre en place cette procédure, Jean-Noël Barrot dit une simple lettre à la poste, c'est juste une. Ça a l'air très simple dans son esprit. Oui, c'est ça, mais c'est une notification au Conseil de sécurité. Prenez par exemple le fait que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a le droit, article 15 du JCPOA, d'aller inspecter l'Iran. Or là, l'Iran lui dit, pas question de venir inspecter chez moi. Donc, vous pouvez notifier au Conseil de sécurité cette violation de l'accord. Le Conseil de sécurité est lié par cela, c'est-à-dire qu'il doit émettre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, toute cette procédure. Et donc, au bout du compte, effectivement, on a cette possibilité de faire pression sur l'Iran en disant attention, si vous ne suivez pas un certain nombre d'éléments de base du JCPOA, eh bien, nous allons revenir à l'état d'avant, qui était un système extrêmement contraignant contre l'Iran. Et surtout, qui doit être appliqué par tous les pays, y compris Chine et Russie. Donc c'est très compliqué. Oui, pardon, c'est un peu technique. Gardez l'idée que Jean-Noël Barrot a raison quand il dit qu'on peut toujours ressortir ce coup de massue. J'en viens à Trump qui tense les Iraniens, qui tense aussi les Israéliens, les renvoyant dos à dos dans une déclaration il y a 48 heures. Bref, qui veut imposer la paix. Imposer la paix par la force, c'est une méthode assez nouvelle. Peut-elle fonctionner ? Nous verrons bien si elle fonctionne. Pour le moment, on voit des succès et des échecs, ou en tout cas, il faut attendre. Il y a quelques succès. Après tout, entre l'Inde et le Pakistan, par exemple, il y a eu une forme d'imposition du cessez-le-feu. La paix, c'est encore une autre affaire. Entre l'Iran et Israël, Trump a imposé aux deux
la fin de cette guerre dite guerre des 12 jours. Donc on voit effectivement des éléments. C'est moins clair entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais il est intervenu. Donc il y a quelque chose, oui, chez lui, une manière d'imposer la paix. Maintenant, s'il veut le prix Nobel de la paix, il faut une percée, je dirais, diplomatique bien supérieure. Ça veut dire soit arriver à une médiation couronnée de succès entre la Russie et l'Ukraine, par exemple, ou bien entre Israël et les Palestiniens. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait une annonce il y a 2 jours disant nous avons bon espoir d'aller vers un cessez-le-feu à Gaza, par exemple, et contre la libération de tous les otages. On verra bien. Donc, effectivement, il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas chez Trump, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un homme qui souhaite pas forcément la paix, mais l'arrêt des guerres. Il a demandé à nouveau un cessez-le-feu hier à Gaza, tandis que le journal israélien Haaretz indique, lui, que l'armée elle-même semble vouloir mettre fin à la guerre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui au sein de l'état-major israélien des militaires qui veulent arrêter cette guerre, ce qui rejoindrait aussi une partie de l'opinion israélienne? Ah oui. Je veux dire, Israël, en politique intérieure, est très divisé sur la question. Et il est sûr que beaucoup dans l'armée israélienne souhaitent que tout cela s'arrête, soit qu'ils ne voient pas le sens de continuer, soit qu'ils pensent qu'il y a des problèmes moraux, et c'est rien de le dire, dans la manière de conduire cette guerre. Et qu'en plus, beaucoup, alors dans la société civile, mettent aussi la libération des otages avant la guerre à Gaza. Est-ce que un des moyens les plus sûrs d'obtenir la paix dans cette région, il est global ou c'est d'abord le règlement du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, où finalement il faut neutraliser la Syrie, et visiblement les Américains y sont parvenus, régler ce conflit de 12 jours entre Israël et l'Iran? Est-ce que les choses doivent être concomitantes ou il faut commencer par Israël et les Palestiniens? C'est compliqué, votre question. Moi, je suis depuis toujours convaincu qu'il faut commencer par l'environnement du conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que il faut convaincre les pays arabes de reconnaître Israël et de ne pas pousser les Palestiniens à continuer la guerre, ce qu'ils font souvent. Il faut que l'Iran ne puisse plus financer ses proxys, c'est-à-dire le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, parce que c'est une manière d'entretenir en permanence la tension dans la région. Alors, c'est pas pour cela que les Palestiniens, la question palestinienne vient en dernier, une fois qu'on a réglé tout le reste. Non. Mais je pense que c'est concomitant. Si vous ne réglez pas par des stratégies indirectes la question du rapport à Israël de nombreux pays arabes, mais aussi de la Turquie ou de l'Iran, vous ne pouvez pas régler la question palestinienne, qui reste quand même symboliquement et politiquement la mère des batailles, pourrait-on dire, au Proche-Orient. Les pays arabes n'ont jamais été véritablement d'accord entre eux. Ils avaient des différends et la question palestinienne était une façon de marquer, de montrer un front commun. Absolument. Est-ce qu'ils s'accorderont pour se dire, on va arrêter de se servir des Palestiniens contre Israël pour démontrer notre unité? Est-ce que ça, c'est possible? C'est possible puisque justement les accords d'Abraham ont montré que pays par pays, il y avait des approches différentes qui pouvaient être mises en place. Mais vous avez encore à ce stade, effectivement, des pays dans lesquels la cause palestinienne est un ressort de politique intérieure très important et donc ils ne cessent de la mettre en avant lorsque les gouvernements ont des problèmes parce qu'à ce moment-là, toute la population les suit sur cette question. Et puis,
ce que vous avez abordé, c'est-à-dire une forme d'identité collective, surtout à la Ligue arabe, où, au fond, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux au niveau des gouvernements. Regardez Algérie, Maroc, Libye, Égypte, etc. Mais là où ils peuvent se mettre d'accord, c'est contre Israël. Et donc c'est une identité collective et il faut beaucoup travailler avec chacun d'entre eux pour que lentement ils en viennent à l'idée que il peut y avoir une solution pacifique ou une coexistence pacifique entre Israël et les Palestiniens sans que de leur part ce soit un tel renoncement idéologique. Éric Danon, nous avons, nous, en Europe, des populations d'origine arabo-musulmane pour lesquelles la Palestine est devenue un marqueur identitaire. On l'a vu ces derniers mois. Il y a aujourd'hui des manifestations un peu partout, à Londres, à Paris et ailleurs, pour dénoncer la manière dont Israël organise ou désorganise les livraisons de nourriture à Gaza. Que cherchent Israël et les Américains en exposant les Gazaouis à un risque, voire à la famine? Ce qu'ils cherchent, c'est d'abord de dévaloriser, décrédibiliser le Hamas et l'UNRWA dans la distribution de nourriture. L'UNRWA, c'est l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Pour les réfugiés palestiniens. Et en montrant que cette distribution par le Hamas et l'UNRWA était en fait un système mafieux. Alors, ils essayent de remplacer ça par la distribution par une fondation essentiellement américaine. Pour le moment, ça marche mal. On voit bien qu'il y a des choses absolument désastreuses sur le terrain. Mais à terme, je dirais, en 2-3 mois, probablement, ils arriveront à quelque chose de beaucoup plus satisfaisant qui fera que peut-être les Palestiniens eux-mêmes commenceront à comprendre que le Hamas à Gaza n'a jamais fait que leur malheur. À ce moment-là, il sera beaucoup plus facile politiquement d'aller vers une politique de coexistence à défaut d'une politique de paix. Netanyahou, le Premier ministre israélien, va se rendre prochainement à Washington. Donald Trump est intervenu dans le débat politico-judiciaire israélien en expliquant que Netanyahou ne devait pas être jugé maintenant pour corruption. Quel est l'enjeu du voyage de Netanyahou à la Maison-Blanche? La suite à Gaza et dans la question israélo-palestinienne. C'est que Netanyahou, si c'est un fin politique, n'a jamais proposé de solution politique à la question palestinienne. Et il y a un moment où avec Trump, il va y avoir une tension. Trump est quelqu'un qui n'aime pas la guerre, qui souhaite la paix sur le terrain, qui souhaite, le cessez-le-feu, la non-guerre sur le terrain. Et Netanyahou, pour le moment, il vit par la guerre. Il y a bien un moment où ça va clasher entre les deux. Alors sans doute pas publiquement, mais c'est cela que Netanyahou va aller chercher à Washington, travailler à la vision de l'après-Hamas à Gaza et éventuellement d'un vrai plan de paix entre Israël et l'ensemble des Palestiniens. Éric Danon, merci. Je rappelle que vous êtes l'ancien ambassadeur de France en Israël, ancien ambassadeur à Genève pour la conférence du désarmement. À bientôt. Merci. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du lundi. C'est Luc Ferry, Radio Classique, qui